La 9e édition du TICAD s'est ouverte cette semaine à Yokohama, au Japon. Et en fois de plus, en coulisses se joue une véritable bataille diplomatique dont le Sahara occidental est une fois de plus le théâtre. La participation de la République arabe sahraoui démocratique, membre fondateur de l'Union africaine, a provoqué des frictions immédiates. Le Maroc a une nouvelle fois tenté de faire barrage à la délégation sahraoui. En réponse, le Japon a déployé des mesures de sécurité renforcées pour garantir la sécurité de la délégation de la République arabe sahraoui démocratique conduite par son Premier ministre. Mais que révèle cette crispation diplomatique? Pourquoi le Japon craint-il un bis repetita des événements de 2019 et 2024? Et plus largement, pourquoi les forums comme la TICAD deviennent-ils le théâtre d'une diplomatie clientéliste et prédatrice? Que nous dit ce sommet et ces tensions concernant les rapports de force au sein de l'Union africaine? Et qu'est-ce qu'ils nous disent également sur le droit international, madame, monsieur? L'échiquier international, c'est tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau numéro de l'échiquier international consacré, comme vous voulez le voir, à la protection de la République démocratique arabe sahraoui, à la 9e édition du TICAD. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné de deux invités aux expertises complémentaires. Yefri Benzerga, membre du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, qui se trouve actuellement dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. Yefri Benzerga, bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alfred, merci pour votre invitation. J'ai également le plaisir d'être accompagné de Ahmedna Abdi Mbarak, qui est porte-parole de la jeunesse sahraoui. Bonsoir Ahmedna, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, je vous remercie également pour votre invitation. Alors, messieurs, avant de rentrer dans les détails de cette participation sous tension, une première question, et je commence avec vous, Ahmedna. Alors, Ahmedna, comment expliquez-vous qu'après 32 ans de sa création de la TICAD, donc un État africain légitime, la République arabe sahraoui démocratique, doivent encore franchir les portes d'un sommet international sous escorte? Tout s'explique par une logique maladroite du Royaume du Maroc, visant à empêcher justement une réalité politique et juridique qui s'impose à la communauté internationale, mais aussi qui s'impose justement au Maroc. Malgré tout, la RAS, la République arabe sahraoui démocratique, participe à cette 9e conférence justement de développement justement d'Afrique à Tokyo. Et justement, c'était illogique. Je reviens vers vous, Ahmedna, je viens vers vous. Yefri, alors la même question, mais surtout, quelle lecture faites-vous de la protection que le Japon a dû mettre en place pour la délégation sahraoui? Je dirais tout simplement que le Japon n'avait pas d'autre choix que de garantir une sécurité à la délégation de la République arabe sahraoui démocratique, pour la seule raison, c'est que il faut le rappeler, le re-rappeler que la race des membres fondateurs de l'Union africaine depuis 1999. Et donc, de ce fait, tous les sommets qui impliquent l'invitation de l'Union africaine, de facto, imposent la présence de la race en son sein. Et donc, le Japon n'avait d'autre choix que de protéger la délégation sahraoui, puisque si le Japon n'avait pas fait ainsi, nous connaissons très bien les manœuvres du Maroc, qui sont des manœuvres peu diplomatiques et des manœuvres, je dirais, comme on dirait en arabe, de Baltagia. Et donc, ils auraient tout fait pour empêcher la race de participer. Or, la non-participation de la race à une réunion de telle ampleur n'aurait pas eu de sens, puisque la race est membre fondateur, et donc cela aurait impliqué que des pays qui sont membres de l'Union africaine aussi puissent dire si l'un de nos membres, quel qu'il soit, n'est pas présent, nous ne participerons pas non plus à cette réunion. Et donc, ce qui fait que le Japon n'avait pas d'autre choix que d'imposer une mesure de sécurité à la délégation sahraoui, puisque étant présente sur le sol japonais, cela incombe parfaitement au gouvernement japonais de protéger toutes les délégations, y compris la délégation sahraoui qui en fait partie à part entière des délégations internationales. On a vu ce qui s'est passé lors du précédent
lors de la précédente édition, où là, le Maroc s'est complètement vautré par terre avec une pièce de théâtre digne d'un film, d'un mauvais film américain. Et là, on a vu que les Sahraouis étaient bien présents, se sont imposés et surtout, ils ont été bien protégés par leurs pairs. Très bien, je reviens vers vous, Ahmed Nae, et on se souvient des événements précédents, ou bien des TICAD précédents, notamment en 2019 ou encore en 2022 à Tunis, ou même en 2024, ou encore le sommet Union africaine, Union européenne, ou encore avec l'ONU, perturbé par les mêmes pressions. Est-ce que la diplomatie la diplomatie marocaine est devenue aujourd'hui une machine systématique d'exclusion capable même de contaminer chaque forum de l'Union africaine ou la République arabe sahraoui démocratique, qui encore une fois, devons le rappeler, est un membre fondateur de l'Union africaine, est présente? Absolument, absolument. Cette logique du Maroc, comme je disais, très maladroite, celle d'empêcher une réalité politique et juridique qui s'impose à la communauté internationale, au Maroc. Et c'est une réalité justement que le Maroc fait tout son possible pour empêcher la réalité que c'est, comme il l'a rappelé notre cher camarade, que le Sahara occidental, la République sahraoui, est un membre fondateur, est un membre à part entière, et que malgré ces obstacles cherchés justement par le Maroc, avec les pressions justement face au gouvernement japonais, mais aussi les pressions menées face justement à des autres pays membres de l'Union africaine pour empêcher cette participation. Rien n'a changé, cette logique et cette logique d'obstruction justement de la participation de l'Arabe était un échec après un autre. La participation pleine d'un État comme la République sahraoui dans une conférence de développement africain a toute sa logique justement dans ces conférences. Rien ne peut empêcher cette réalité, la réalité frappante qui pèse très lourd sur le Maroc, c'est la présence de l'arabe est aussi une réalité pour le Maroc. C'était un échec après un échec, rien n'a changé justement. Le Sahara occidental, et c'est vrai, est un État occupant, occupé justement, et que le Maroc justement en tant qu'État occupant n'a rien changé parce que derrière la RAST, la République arabe sahraouie démocratique, il y a tout un continent, il y a tout justement les membres qui pèsent lourd justement, notamment l'Algérie, mais aussi l'Afrique du Sud, la Namibie, qui poussent très fort pour cette reconnaissance à l'international et qui impose justement la présence de Sahara occidental, de la République sahraoui. Et cette présence du Premier ministre, cette présence justement du ministre des Affaires étrangères et aussi de ministre chargé des Affaires africaines est une démonstration de force. Et c'est une démonstration de force et rien ne peut empêcher justement cette réalité. Le Maroc a pu mener une campagne drastique, une manœuvre justement qui dépasse l'aspect diplomatique, qui dépasse la légalité internationale et pourtant, la question du Sahara occidental est bien présente. Le Sahara occidental en tant qu'État membre de l'Africain est bien présent sur la scène internationale. Très bien, Ifri Benzaga, on va s'intéresser un peu à l'Union africaine. On le rappelle ici là aussi que l'Union africaine est le partenaire du Japon dans l'organisation de ce sommet ou de cette rencontre. Le Japon qui est non seulement un partenaire mais un pays hôte, on rappelle encore une fois, a dû mettre la délégation sahraoui sous protection, craignant un bis repetita des événements de 2019 ou 2024 qui se sont déroulés au Japon même. Comment est-ce que l'Union africaine finalement, qui est un partenaire, donc qui est partie prise dans ce sommet, peut tolérer ce genre de comportement d'un de ces pays membres, mais surtout, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mécanisme de sanction qui est envisagé contre une puissance occupante qui est le Maroc et qui va à l'encontre des intérêts de l'Union africaine et de l'ensemble des pays africains? Eh bien, il le faudrait, vous avez tout à fait raison, il le faudrait. Il faut tout de même rappeler aussi que la majeure partie des pays africains, 99% des pays africains ont subi la colonisation et donc savent et ressentent ce que ressent le peuple sahraoui occupé dans ses terres par le Marzen et face à un régime toujours expansionniste. Et donc, les Africains, les membres de l'Union africaine doivent toujours avoir ceci en mémoire, qu'ils ont eux-mêmes été sous le joug colonial et qu'ils doivent protéger l'un des leurs, la dernière
colonie d'Afrique qui n'a pas été encore décolonisée. Et cela doit passer par des mécanismes internes à l'Union africaine pour protéger l'un de ses membres qui, je le rappelle encore une énième fois, est membre fondateur de l'Union africaine. Et je rappelle aussi une chose, c'est que le Maroc, quand il a intégré et non pas réintégré, puisque l'Union africaine, en tant qu'institution telle qu'elle existe aujourd'hui, n'existait pas avant 99, et donc le Maroc n'y a jamais fait partie, et que lorsque le Maroc a décidé d'intégrer l'Union africaine, dans le décret royal qui a été signé d'intégration du Maroc à l'Union africaine, il y est cité l'ensemble des États fondateurs et membres de l'Union africaine dans la République arabe sahraoui démocratique, et ceci est une preuve aussi indirecte d'une reconnaissance par le Makhzen de la réalité de la République arabe sahraoui. Donc, Viefri, on revient vers vous dans un instant. Ahmed Nah, je viens vers vous pour la question suivante. Donc alors, le Japon, on le disait à l'instant, a mis en place donc tout un système de protection de la délégation sahraoui conduite par le Premier ministre. Est-ce que quand le Maroc viole le droit international dans un autre territoire, en l'occurrence là, le Japon, quand il fait des pressions sur les délégations sahraouis, on l'a vu dans les images précédentes, est-ce que ce n'est pas la souveraineté japonaise qui est quelque part aussi violée par des actes similaires? Et on rappelle qu'il y en a des dizaines, on peut énumérer des dizaines de ce genre de comportement de la diplomatie marocaine. Il ne s'agit plus de diplomatie, justement. C'est une politique d'agression déguisée en dialogue. Ce que cherche le Maroc, c'est justement utiliser le masque, justement, de la diplomatie pour mener une guerre sur, justement, de la légitimité de la République sahraoui. Cela était en effet un échec. Il est toujours un échec. Il ne s'agit pas de défendre les intérêts du Maroc ou justement occuper une place dans cette scène avec le dialogue et je cherchais une solution pour l'Afrique. Ce comportement ne peut pas justement être toléré ni par le Japon, ni par l'Union africaine, ni par la communauté internationale. Il faut dire aussi que les Nations Unies, l'appareil unusien était présent. Justement, la communauté internationale était unie pour chercher des solutions pour l'Afrique. Et justement, ce comportement ne doit pas être accepté car il ne ressemble pas à ces valeurs rattachées aux droits humains, à la décolonisation, mais aussi à la coopération entre peuples, entre États, et la solution justement qui prime, une solution de développement pour l'Afrique. Le Japon, il a tout à fait une responsabilité en tant que pays hôte, que je soupçonne que cette responsabilité en tant que pays hôte a été affaiblie par la pression du Maroc et des pays alliés, mais cela ne doit pas empêcher la bonne tenue des conférences telles que la conférence justement de Tokyo pour le déploiement de l'Afrique. Cela doit justement montrer la force et la légitimité et la crédibilité de la conférence. C'est l'appui que peut donner le Japon, l'Union africaine, avec des sanctions et même aussi par l'ONU directement de la bonne tenue, de bon comportement dans le sens de la diplomatie. Le Maroc doit se tenir à sa place comme un autre membre, mais aussi la République sahraoui doit trouver sa place en tant qu'État justement légitime à occuper une place dans ces conférences et participer au bon sens justement à la bonne tenue de la conférence, mais aussi pour trouver une solution pour le développement de l'Afrique. Très bien, Ifri Benzerga. Ahmed Nah vient de nous expliquer finalement que le Maroc est engagé par sa diplomatie, tout du moins dans un genre de guerre de tranchées déguisée. Vous qui êtes actuellement sur le terrain, comment est-ce que sont perçues aujourd'hui dans les camps de réfugiés ces pressions diplomatiques répétées du Maroc ? En tous les cas, moi, ce que je peux voir sur place, c'est un peuple debout, c'est un peuple qui est déterminé en une seule chose, c'est sa liberté, son indépendance. C'est un peuple qui est très attaché à sa lutte, quelle que soit la forme qu'elle prenne, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit par les armes ou autre. L'essentiel, c'est l'indépendance du Sahara occidental. C'est comme ça que le peuple sahraoui exprime aujourd'hui sa volonté. Et bien sûr, quand les Sahraouis voient les pressions que exerce le Maroc sur un certain nombre de pays africains et d'autres pays pour empêcher la réalité qu'est la République arabe sahraoui démocratique de s'exprimer, bien sûr, ils le voient comme une injustice supplémentaire.
en plus des violations des droits de l'homme, en plus de l'occupation de leur territoire, en plus du pillage de leurs ressources naturelles, ils voient ça comme étant aussi une violation de leur réalité même. Et donc, il faudrait aussi que, et c'est ce que demande aussi le peuple sahraoui, c'est que les pays africains et l'Union africaine puissent aussi se décider à sanctionner le Marzen qui parasite totalement l'institution de l'Union africaine, alors qu'il vient d'y adhérer il n'y a pas longtemps. C'est un pays qui vient d'adhérer il n'y a pas longtemps, mais qui quand même paralyse en quelque sorte le bon fonctionnement et le bon déroulement des organisations de l'Union africaine et donc de l'institution même de l'Union africaine. Et donc, il faudra que les pays africains et les sages des pays africains et des puissances africaines puissent dire à un moment donné, basta, il faut que le Maroc se tienne à sa place, à sa juste place, qui est la sienne, et qu'il arrête de parasiter tous les sommets et toutes les réunions et toutes les rencontres où est la République arabe sahraoui démocratique. Parce que la République arabe sahraoui démocratique, sa place, elle est au sein de l'Union africaine, elle est membre fondateur et elle n'y bougera pas. Et donc, c'est une réalité et le Maroc ne peut rien y faire. Donc, soit le Maroc accepte cette réalité, soit il décide de lui-même soit de partir, soit de se tenir à carreau parce que c'est une situation qui ne peut pas durer puisque ça paralyse tout un continent. Très bien. Ahmed, quand un pays comme le Japon, qui a lui-même un passé colonial présent, vivant, on se rappelle ou on fait appel à l'histoire pour ça, on sait que le Japon a eu une colonisation violente, il a colonisé violemment ses voisins, il y a eu des crimes contre l'humanité, choisit d'intervenir en protégeant la République démocratique sahraoui. Est-ce que cela finalement est un aveu pour dire que la question sahraoui dérange les puissances qui vivent encore dans une logique de contrôle géopolitique, ou est-ce un pas vers la reconnaissance justement de la République arabe démocratique sahraoui comme étant un territoire non autonome et un territoire occupé par une puissance occupante, en l'occurrence le Maroc? C'était en effet un triste tabou, justement. Même de nombreux pays qui ont, y compris ceux qui ont connu un passé colonial, tombent dans le piège, justement, la tentative de reproduire le chemin de la domination. Et dès lors que justement que cette question, la question du peuple sahraoui, la question de la cause sahraoui se place au niveau international, dérange, pas seulement parce qu'il existe des intérêts géostratégiques, mais aussi parce qu'il y a un droit légitime de ce peuple qui pèse sur toute la communauté internationale et que cette communauté internationale, justement, a une responsabilité envers ce peuple pour l'accompagner vers l'autodétermination. Malgré tout, le droit de l'autodétermination du peuple sahraoui ne peut pas être conditionné justement par le rapport de force. Et ce qui nous prouve justement des scènes parallèles telles que celles qui se reproduisent justement à Tokyo, c'est que le rapport de force dicte justement la réalité frappante et triste réalité du droit international et son application. Le Japon qui a fait preuve justement d'un État qui a su demander pardon à ses pays voisins, devrait exiger justement que le Maroc soit dans le chemin, dans la légalité internationale, mais aussi celui du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire que ce chemin ne doit pas être permis ni par le Japon, ni par d'autres États, mais que le Japon, en tant qu'État souverain, est tout à fait en capacité d'exiger ce rapport de convivialité, mais aussi de justice au Maroc, qui ne connaît pas ce sens justement du respect du droit international. Le fait que le Maroc ne connaisse pas le droit international ne veille pas justement à respecter le droit international, preuve justement que le peuple sahraoui est sous occupation qui est à la fois lourde mais aussi injuste et qui est perpétuée, et que cela se mène même dans le terrain justement de la diplomatie, une diplomatie, comme je disais, cachée, masquée, mais qui de moins se focalise sur le rapport de force exigé par le Maroc.
Très bien, Efré Benzerga, on va continuer à parler un peu justement du Japon. Rappelons quand même que le Japon est l'un des alliés les plus importants en Indo-Pacifique des États-Unis. Les États-Unis qui, suite au fameux accord d'Abraham, a obtenu la reconnaissance de l'entité sioniste par le Maroc. En échange, en contrepartie, elle a changé d'avis sur sa neutralité dans ce dossier. Finalement, ce rôle du Japon aujourd'hui, quand il décide de protéger la délégation sahraoui, qu'est-ce qu'il nous dit sur la diplomatie marocaine d'un côté, mais qu'est-ce qu'il nous dit aussi sur les rapports du Japon avec l'Afrique et qu'est-ce que ça nous dit aussi sur les richesses parce qu'il est clair que le levier aujourd'hui de ces forums ou de ces appétits des puissances qui organisent des forums avec l'Afrique sont aussi les richesses du Sahara occidental. Est-ce que le Japon, quelque part, ne se dit pas que je vais rester fiable avec le droit international, ne pas avoir de traité, ne pas avoir un traitement de faveur envers le Maroc par appétit économique aussi? En quelque sorte, oui, vous avez raison. Vous savez, il faut rappeler que le Japon, avant la tenue de cette TICAD, a reçu des pressions énormes de la part du Marzen, tout en sachant que il y a quelques accords de pêche dans la région qui impliquent le Japon. Il y a un lien économique et des intérêts économiques japonais au Maroc et même sur les territoires occupés du Sahara occidental. Donc le Maroc a fait quand même, il faut le rappeler, des pressions économique sur le Japon pour que la RAS ne vienne pas. Mais c'est une victoire de la RAS puisque la RAS s'est imposée et l'Union africaine a imposé la RAS pour qu'elle soit présente. Et ayant visité moi-même le Japon il y a de cela quelques années, je peux vous affirmer que les Japonais sont assez respectueux des règles. Et donc, à partir du moment où la règle était d'inviter tous les pays membres de l'Union africaine, les Japonais se sont imposés à cette règle, ils sont respectueux des règles et donc ils sont respectueux aussi du droit international. Donc je pense que les Japonais, ils ont pesé le pour et le contre et que pesant le pour et le contre, ils ont décidé d'appliquer le droit international et de respecter ce dernier et donc par conséquent de protéger les Sahraouis. Il faut rappeler quand même aussi que la RASD est une république qui est reconnue par plus de 80 pays de par le monde et qu'il y a des grandes puissances telles que le Mexique, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Venezuela et ainsi de suite qui reconnaissent la République arabe sahraoui démocratique. Et quand le président ou un des membres du gouvernement sahraoui se rend dans ces pays-là, il se rend comme un invité de marque et un hôte important et respecté en visite officielle. Donc ça, il ne faudra pas l'oublier et ça, je pense que le Maroc essaye d'effacer une réalité qui ne peut être effacée. Et puis, avec les accords d'Abraham, les choses ont commencé un petit peu à bouger pour le Maroc, sauf que ça bouge au niveau politique, mais ça ne bouge absolument pas au niveau du droit international, qui, lui, est inscrit, on peut dire, presque sur du marbre, puisque le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est un droit immuable et la Cour de justice internationale a déjà statué sur cette question il y a des décennies de cela. Le peuple sahraoui est un peuple qui doit décider de lui-même de son avenir. Et donc, le Maroc et les États-Unis ou d'autres puissances qui ne respectent pas ces derniers temps le droit international peuvent gesticuler tant qu'ils veulent. Il n'y aura pas de stabilité de la région sans l'indépendance du Sahara occidental et le droit international ne peut pas être changé pour les beaux yeux du Maroc. Donc, la réalité du peuple sahraoui, elle ne changera pas. Et donc, les Sahraouis continueront de jouir de cet appui du droit international et finiront par obtenir leur indépendance. Très bien, Efré Benzaga, on arrive à la fin du temps imparti pour cette émission. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que j'étais accompagnée de Efré Benzaga, membre du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui qui nous a rejoints depuis Tindouf. Merci, Efré. J'ai également eu le plaisir d'avoir été accompagné ce soir de Ahmedna Abdi Mbarak, qui est le porte-parole de la jeunesse sahraoui. Merci Ahmedna, merci de m'avoir accompagné. Merci à vous. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News.